Pour moi, la beauté, c'est plus lié à une énergie positive et à la singularité aussi. La beauté, pour moi, c'est l'harmonie entre les défauts et les qualités. Pour moi, c'est quelque chose de parfaitement imparfait, la beauté. C'est aussi à l'intérieur de soi. Si on se sent bien, eh ben, on va se sentir beau. Et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde consacrée à l'accompagnement psychologique en médecine esthétique. Nous accueillons le docteur Dominique Acquenin, le docteur Nathalie Grandin, le docteur Christian Fayard, le docteur Benoît Coursin et le docteur Laurie Salonner. Cette table ronde va durer 45 minutes. Elle portera sur les sujets suivants: comment traiter des patients et des patientes de plus en plus jeunes, quelles sont les évolutions des standards de beauté, comment fidéliser tout en respectant l'intégrité du patient. Je vais vous présenter maintenant nos invités. Le docteur Dominique Acquenin, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue médical, vous avez obtenu un CES de stérilité, un diplôme universitaire d'échographie gynécologique, un DU de technique d'injection et de comblement et un DU de médecine anti-âge. Vous êtes membre de la greffe et vous vous intéressez à la prise en charge globale de la femme, de sa santé intérieure à l'optimisation de son capital beauté. En quoi consiste pour vous l'accompagnement en médecine esthétique ? L'accompagnement en médecine esthétique, pour moi, c'est une prise en charge globale, puisqu'au départ, je suis gynécologue. J'ai augmenté ma pratique en me développant dans la médecine anti-âge, la médecine esthétique et maintenant la médecine esthétique de la zone intime. Et pour moi, c'est une spécialité holistique qui en fait améliore la vie de la femme à une certaine période où elle en a vraiment besoin sur différents aspects. Ça va renforcer leur confiance en elle, renforcer leur qualité de vie et leur relation avec les autres. La greffe s'occupe, c'est une association de gynécologues qui font de la gynécologie réparatrice, esthétique et fonctionnelle. Et en fait, c'est un problème qui a été longtemps tabou et qui maintenant trouve beaucoup de solutions. Donc ça s'intègre aussi dans ma démarche de médecine esthétique de bien-être. Mais l'accompagnement psychologique dans la médecine esthétique que vous exercez, vous le définiriez comment ? Eh bien justement, dans une prise en charge, dans la reconnaissance des problèmes, dans l'information que je peux leur donner, dans le débat et les choix thérapeutiques que je peux leur proposer. Ça instaure une relation de confiance entre le patient et le praticien. Et l'accompagnement psychologique, en fait, il se fait spontanément quand les patients ont confiance dans leur praticien. Elles se sentent soutenues, elles se sentent comprises et tout se passe bien, les traitements se passent bien et la satisfaction est au rendez-vous. Merci. Docteur Nathalie Grandin, bonjour. Vous êtes docteur en médecine. Vous avez obtenu un diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge, un DU d'anatomie de la face et du cou. Vous êtes experte et médecin formateur en injection et laser lors de congrès et ateliers de médecine esthétique. Vous êtes aussi membre actif de sociétés savantes. En quoi consiste dans votre exercice l'accompagnement psychologique ? Alors pour ma part, l'accompagnement psychologique fait partie intégrante de mon métier. Je suis avant tout un médecin. Le médecin se doit d'avoir une approche globale, mais aussi d'un apprentissage sur ce qu'est la personne avant de pouvoir pratiquer un geste technique, quel qu'il soit. Et je pense que prendre du temps avec son patient, être à l'écoute de ses attentes, de sa prise en charge, me paraît indispensable. Je le faisais déjà avant dans ma pratique de médecin généraliste et je l'ai adapté à la médecine esthétique. Je pense qu'aujourd'hui, comme nous parlons de santé esthétique, le rôle du médecin va primer et ce rôle de médecin proche du patient est très important pour renforcer bien sûr la confiance et puis pour permettre à ces patients d'avoir une confiance dans son médecin pour pouvoir continuer effectivement à le fidéliser tout au long de ces années.
Donc ça passe beaucoup par la discussion et l'information. Chez moi, énormément. Oui. Merci. Docteur Christian Fayard, bonjour. Vous êtes docteur en médecine, diplômé de l'université Jules Verne à Amiens, diplômé du Collège international de médecine esthétique, titulaire d'un diplôme interuniversitaire européen de laser à la Sorbonne, directeur pédagogique de la formation AMIR médecine esthétique. Vous êtes installé à Amiens et vous pratiquez la médecine esthétique et anti-âge depuis 13 ans. Vous êtes un expert des injections d'acide hyaluronique dans le cadre d'une prise en charge globale du vieillissement du visage, de la qualité de la peau et de la perte des volumes. Que représente pour vous l'accompagnement psychologique en médecine esthétique ? Bonjour, alors tout d'abord l'accompagnement commence par connaître son patient et faire une analyse psychologique du profil parce que ça permet dans certains cas de détecter certains troubles comme par exemple une dysmorphophobie qui pousse les patients à multiplier les actes sans jamais être satisfaits du résultat, là où le rôle du médecin est de promouvoir une belle image de soi et tout ça c'est en offrant des soins qui respectent l'intégrité et le bien-être des patients. Merci. Docteur Benoît Coursin, bonjour. Vous avez donc plusieurs diplômes en médecine esthétique. Vous êtes d'abord docteur en médecine diplômé de la faculté de médecine de Rennes. Vous êtes lauréat du Collège international de médecine esthétique et longévité à Paris. Et vous avez le diplôme universitaire des techniques d'injection et de comblement, le diplôme universitaire des agents physiques en médecine esthétique, le diplôme universitaire en médecine esthétique génitale, tout ça à l'université Paris 12 Créteil. Vous avez aussi un diplôme universitaire du traitement de la calvitie. Après avoir exercé la médecine d'urgence, vous vous consacrez depuis plusieurs années avec passion à la médecine esthétique, en intégrant les innovations et les avancées technologiques les plus récentes. Et en parallèle de votre pratique, vous partagez votre expertise des techniques d'injection en vous engageant activement dans la formation continue. Comment définiriez-vous, vous aussi, l'accompagnement psychologique dans la médecine esthétique et il consiste en quoi dans votre pratique quotidienne ? Bonjour. Tout d'abord, effectivement, la prise en charge psychologique est essentielle puisque nous sommes avant tout médecins et les patients que nous avons devant nous ont une attente. Il est pour nous essentiel en fait de leur proposer un traitement qui va être en accord avec leurs attentes et qui ne sera pas délétère sur le long terme. On se rend compte que effectivement les grosses demandes en fait en règle générale, c'est on vient nous voir, j'ai l'air fatigué, qu'est-ce que vous pouvez faire, j'aurais souhaité faire des injections, qu'est-ce qu'on peut faire. Ma démarche est un petit peu différente. On procède toujours par une analyse, en tout cas globale, en fait, d'une part des antécédents médicaux et aussi en fait une analyse vraiment individualisée. Et l'objectif, ça va être de proposer des attentes réalistes par rapport à ce qu'on peut faire comme traitement. Et on se rend compte très souvent que finalement, quand on a trouvé le bon traitement, en fait, qu'on a bien adapté notre plan de traitement, ce qui se passe généralement sur plusieurs séances, les patientes, parce qu'il y a quand même davantage de patientes, prennent davantage confiance en elles. Et ça, c'est souvent c'est quelque chose dont on nous fait part régulièrement, en fait. Merci, docteur Laurie Saloner. Bonjour, vous êtes chirurgien du visage et du cou, rhinoplasticienne, enseignante dans le diplôme universitaire de chirurgie esthétique du visage depuis de nombreuses années, ancienne praticienne hospitalière. Votre statut vous a permis d'enseigner l'anatomie du visage au travers de nombreuses interventions, notamment des workshops, mais aussi lors de dissections à des générations d'internes. Vous avez une approche de préservation et d'amélioration du visage dans le but de prévenir le vieillissement sans déformer les volumes graisseux existants. Vous pensez que la subtilité de la médecine esthétique réside sur la compréhension anatomique du vieillissement afin de lutter au mieux contre ce dernier et d'embellir les visages en portant une attention particulière au maintien des proportions. Même question pour vous, en quoi consiste l'accompagnement psychologique ? Alors, comme mes collègues l'ont précisé, je pense qu'il est très important de remettre la médecine esthétique là où elle est. C'est un véritable traitement d'embellissement. Et par traitement, on entend soin. Et donc, la place du patient et la place du médecin sont essentielles dans cette relation-là
pour apporter un véritable traitement d'embellissement de façon à accompagner le vieillissement et embellir le visage sans le déformer et nous différencier de tous ces soins esthétiques que l'on voit de plus en plus présents. Je pense qu'il faut recentrer le rôle du médecin et rappeler aux patients qu'un traitement esthétique est un véritable acte médical. Docteur Christian Fayard, vous parliez tout à l'heure de détecter les dysmorphophobies, par exemple. Est-ce que ça vous arrive, pour justement respecter l'intégrité du patient, de refuser des actes qui vous paraissent inopportuns? Tout à fait. En fait, on a parfois des patients qui viennent, qui ont des tendances passagères, qui demandent des actes qu'ils pourront regretter plus tard, comme par exemple avoir de l'injection de grandes pommettes, grandes lèvres. C'est un mode éphémère en fait qui peut être très très délétère dans le temps et en fait dans quelques années c'est quelque chose qu'ils pourront regretter. Et là en fait c'est notre rôle de montrer aux patients qu'il faut jamais suivre ce genre de mode qui est éphémère et en fait essayer de promouvoir une beauté naturelle et diversifiée qui s'harmonise avec leur propre personnalité. Et là en fait c'est aussi dans notre rôle de refuser quand c'est un acte que nous on n'est pas d'accord parce que ça fait partie de l'éthique médicale et c'est ça qui fait fidéliser le patient. Je suppose que vous êtes tous d'accord. Pour bien comprendre les enjeux de cette table ronde, la rédaction de Anti-Âge Magazine a rassemblé quelques éléments d'information sous forme de slides. Lydia Aïtamouda va nous exposer les grandes tendances en médecine esthétique. Les procédures esthétiques telles que les injections d'acide hyaluronique ou de toxines botuliques ne se limitent pas à des améliorations superficielles. Elles peuvent engendrer des changements significatifs dans la façon dont les personnes se perçoivent et se sentent au quotidien. Les recherches publiées dans The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a révélé que les patients ayant subi des traitements de comblement cutané ont apporté des améliorations notables dans leur image corporelle et leur confiance en soi. Ces résultats sont cohérents avec l'idée que l'amélioration des aspects spécifiques de l'apparence peut diminuer l'anxiété sociale et augmenter la satisfaction personnelle. Il est crucial de rester vigilant face aux risques potentiels, notamment la dépendance et la formation d'attentes irréalistes. Ces phénomènes peuvent émerger lorsque le patient cherche à atteindre des perfections inatteignables ou à utiliser les traitements esthétiques comme solution unique pour des problèmes bien plus profonds. Cela peut conduire à une spirale où le patient ne trouve jamais satisfaction complète, cherchant constamment à corriger de nouveaux défauts. Cette situation peut non seulement avoir des implications financières, mais aussi des implications physiques, et plus aggravant encore, des problèmes sous-jacents tels que des problèmes psychologiques et de l'estime de soi. L'amélioration de l'estime de soi est une motivation clé. L'apparence physique a un impact direct sur la confiance en eux et leur capacité à s'engager dans des interactions sociales et professionnelles. La pression pour se conformer aux normes de beauté est un autre facteur important qui pousse les jeunes à chercher des traitements esthétiques plus poussés. Les cicatrices d'acné, par exemple, les taches de rousseur, etc., peuvent être considérées comme des aspects indésirables de leur physique, même si elles ne sont pas perçues par des défauts par des autres personnes. La réduction des signes de vieillissement prématuré est une motivation croissante pour les jeunes. Ces derniers cherchent de plus en plus à prévenir les signes de l'âge et ce, très jeunes, comme les rides, les taches brunes, la perte de fermeté de la peau pour maintenir leur apparence encore plus jeune et plus fraîche. Les jeunes femmes entre 20 et 30 ans manifestent un intérêt croissant pour la chirurgie esthétique. Selon l'ASPS, elle représente en 2020 plus de 20% du nombre total des patients ayant bénéficié d'une opération de chirurgie esthétique. Les traitements les plus populaires incluent des injections de toxines botuliques, d'acide hyaluronique par exemple. Le peeling chimique est également populaire en ce moment comme les traitements laser. Les influenceurs qui partagent leurs propres expériences de médecine esthétique peuvent encourager les jeunes à essayer ces options pour améliorer leur apparence physique. Les réseaux sociaux sont également une plateforme de choix pour la diffusion des normes de beauté qui peuvent influencer les jeunes et leurs choix en matière de traitement esthétique.
Il est donc essentiel que les patients soient bien informés des risques et des effets secondaires possibles et choisissent un médecin qualifié et expérimenté pour leur traitement. Les jeunes doivent comprendre que la médecine esthétique ne peut pas résoudre tous les problèmes de confiance en soi et tous les problèmes d'esthétique de soi. Les professionnels peuvent recommander des pratiques complémentaires, par exemple la méditation, la thérapie cognito-comportementale ou des consultations avec des psychologues pour soutenir leur bien-être psychologique global des patients. Merci Lydia pour ces explications et ces données qui nous permettent de mieux comprendre l'importance d'un accompagnement et d'un suivi des patients tout au long de leur procédure en médecine esthétique. Nous allons bien sûr débattre avec nos invités, mais pour l'instant, nous marquons une courte pause. Pour moi, la beauté, c'est plus lié à une énergie positive et à la singularité aussi. La beauté, pour moi, c'est l'harmonie entre les défauts et les qualités. Pour moi, c'est quelque chose de parfaitement imparfait, la beauté. C'est aussi à l'intérieur de soi. Si on se sent bien, eh ben, on va se sentir beau. Que nous discutons de ce thème important, l'accompagnement psychologique en médecine esthétique avec nos invités. Alors il vous arrive certainement les uns et les autres d'avoir des demandes comme celle-ci. Je suis mineur, je souhaite faire des injections pour augmenter mes lèvres, mais je n'ai pas le consentement de mes parents. Comment faire, docteur Acnin par exemple? Je n'interviens pas sur des mineurs qui n'ont pas le consentement de leurs parents. J'estime qu'elles ne peuvent pas connaître toutes les implications. En général, les mineurs que j'ai sont amenés par leur entourage, par leur famille. Et pour un problème vraiment ponctuel, une bosse sur le nez, des cernes accentuées ou des problèmes de cicatrices d'acné, qu'il est facile de résoudre sans implication ultérieure. Et ça peut soigner, ça peut guérir un complexe et vraiment améliorer leur confiance en elles et changer beaucoup de choses. Mais des demandes sur les lèvres, des demandes qui concernent la mode, sur des gens, non, je pense qu'elles n'ont pas encore le discernement et qu'elles se laissent influencer par les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je ne le pratique pas. Docteur Grandin, est-ce que les mineurs qui n'ont pas d'autorisation parentale et qui se voient refuser des actes ne sont pas les proies faciles des fake injecteurs? Alors complètement, moi je voulais revenir sur cette position-là, oui, des mineurs qui consultent, parce que bien sûr, dans notre éthique médicale, on est bien d'accord qu'il nous faut l'accord parental, mais parfois vous avez des mineurs qui consultent seuls et qui se permettent de vous dire qu'elles ne sont pas mineures, qu'elles sont majeures. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Moi, ça m'est arrivé. Donc je pense qu'il faut vérifier les papiers d'identité. Exactement. Ce sont mes assistantes qui vérifient. Je pense qu'il faudra être très vigilant à ce genre de comportement. Alors bien sûr, ces jeunes sont une proie pour ces fake injectors. Ces fake injectors sont sur les réseaux sociaux, donc ces réseaux sociaux sont quand même la plateforme préférée de ces jeunes qui en fait reçoivent des informations qui me semblent complètement erronées, irréalistes. Et c'est vrai que nous avons en tant que médecins une éducation à apporter à cette jeunesse, surtout que ces jeunes personnes vont consommer assez tôt cette médecine esthétique. De plus en plus tôt.
Exactement. Et je pense qu'il est important de leur apporter un cadre, donc de leur apporter une éducation, de les rendre aussi acteurs de leur acte. C'est-à-dire, c'est pas seulement la copine qui vient avec, qui va dire oui, il faut que tu fasses tes lèvres, etc. C'est de comprendre pourquoi on a envie d'avoir des lèvres plus pulpeuses, un profil mieux défini. Et c'est ça qui est important. Donc, on revient sur la prise en charge psychologique, qui est, à mon sens, la base de notre métier. Bien sûr, la pratique, la technique, en général, nous sommes des médecins experts, on l'a, mais après, il faut vraiment qu'il y ait cet accord entre le patient et le médecin pour pratiquer un acte qui soit un acte réaliste. Docteur Fayard, cela montre bien quand même l'importance de l'accompagnement psychologique. Exactement. Avant toute chose, peut-être même avant de prendre une décision, est-ce que parfois vous hésitez, ça vous arrive, entre faire ou ne pas faire? Tout à fait. Alors, quand on est en face d'une personne adolescente et quand on est sur une demande purement esthétique, en règle générale, il faut refuser. Personnellement, je refuse et je rejoins mes collègues parce qu'il faut savoir que la personne qui est encore adolescente, elle est en phase de construction sur le plan psychologique et sur le plan physique et elle n'a pas sa maturation. Et cette maturation va se poursuivre même au-delà de l'adolescence. Et en fait, quand on va faire un acte esthétique à cet âge-là, on va intervenir à un moment inopportun qui peut avoir des lourdes conséquences plus tard. Et en fait, la médecine esthétique n'est pas là pour résoudre des problèmes d'estime de soi ou donner des validations sociales. On est là pour traiter, ça reste de la médecine. Et donc, en fait, quand on est là, comme a dit Dominique, pour traiter un problème d'acné, un problème cutané, il faut bien intervenir, bien sûr, avec le consentement des parents. Mais quand c'est des actes esthétiques, il faut vraiment essayer de dissuader ces jeunes-là en leur expliquant que ça peut représenter vraiment un problème pour leur santé. Et là, il faut refuser. Et souvent, elles acceptent ou elles partent dans la nature? Elles partent dans la nature. Moi, j'ai eu le cas de patientes qui sont allées se faire injecter par, malheureusement, des fake injecteurs ou parfois par des personnes qui leur font croire qu'ils sont médecins. Et puis, ils reviennent avec des problèmes parce qu'il y a eu de problèmes cutanés ou des nécroses, etc. Et là, en fait, vous êtes devant un dilemme. Est-ce qu'il faut le soigner? Est-ce qu'il faut envoyer à l'hôpital? Est-ce qu'il faut s'associer à ça? Est-ce qu'il faut corriger? Donc, vraiment, ce n'est pas un problème facile pour nous. Mais il ne faut pas oublier notre mission. On est avant tout médecin et il faut vraiment considérer la médecine esthétique dans le cadre d'une médecine pour le bien-être des patients. Et c'est d'ailleurs le thème d'aujourd'hui. Docteur Coursin, est-ce que vous informez, quand vous êtes face à une mineure, vous informez encore et toujours sur le danger des fake injecteurs? Complètement, en fait. Il est vrai qu'en province, on a un petit peu moins cette vague de mineurs qui viennent au cabinet. Néanmoins, il arrive très souvent que des patientes jeunes viennent pour avoir une demande sur les lèvres ou autre type d'injection. En règle générale, elles viennent accompagner l'un de leurs parents. Donc ça me facilite grandement la tâche puisque ça me permet de leur expliquer déjà les critères de beauté, ce qu'on peut faire, mais surtout ce qu'on ne peut, s'il est trop tôt pour le faire. Et en règle générale, elles comprennent bien. Il m'arrive parfois de voir des patientes jeunes majeures accompagnées d'un des parents. Et pour le coup, on discute en fait des traitements possibles. Et je n'injecte jamais d'emblée. Je leur donne une réflexion de quelques mois. Et puis on se revoit quelques mois plus tard. Ça a généralement fait un petit peu une démarche. Et si c'est par exemple pour les lèvres, il m'arrive parfois d'injecter des jeunes patientes, 18-19 ans, toujours avec le consentement du parent, même si elles sont majeures. Et dans ce cas-là, on profite d'utiliser par exemple des acides hyaluroniques, mais dont les seringues sont un petit peu plus petites en volume. Ça leur permet déjà d'avoir une première approche, de voir comment ça se passe, et avec un produit qui ne va pas être extrêmement projetant, mais généralement c'est suffisant et ça répond à leurs attentes. Oui, donc déjà une toute petite modification de leurs lèvres. On va dire qu'on est plus dans l'hydratation. On ne cherche pas à recréer des volumes qui vont rendre des bouches complètement difformes. L'idée c'est de leur montrer éventuellement ce que ça peut apporter, mais tout en restant dans la subtilité. L'objectif n'est pas d'aller transformer en fait une bouche en fait pour retrouver ce qu'on observe avec les filtres sur Instagram, qui sont des attentes complètement irréalistes et dangereuses sur le long terme. Bien sûr. Docteur Salonner, le médecin ou le chirurgien esthétique doit-il être aussi psychologue finalement ?
Alors ça fait partie intégrante de notre métier. On a une approche globale du patient et bien sûr que l'analyse psychologique nous définit en tant que médecin. On arrive à percevoir des choses. Moi, en tant que chirurgien, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « j'aime pas mon nez, j'ai besoin que vous me fassiez une rhinoplastie, ça va changer ma vie ». Et cette phrase-là est particulièrement forte en sens parce que changer votre vie avec un acte, qu'il soit chirurgical ou esthétique, ça modifie pas toute une vie, bien sûr, que ça soigne un complexe, mais ça ne change pas une vie. Et c'est là où notre approche doit être plus profonde. Et quand on perçoit des mots aussi forts, des phrases aussi lourdes en sens, on doit faire attention au mal-être et aux besoins du patient pour aller chercher plus loin que de lui apporter une simple réponse esthétique. Et ça vous arrive de les orienter vers un psychothérapeute quand vous voyez qu'une demande finalement n'est pas opportune ? On est face à une société qui est très soumise à l'image de par les écrans, de par le fait qu'ils n'ont plus autant d'interactions entre humains, puisque la nouvelle génération a une interaction directement face à un écran. Donc ils sont seuls face à des réactions de gens qui se permettent des commentaires qu'ils n'auraient jamais eu en réalité. Donc c'est de plus en plus violent, c'est un peu l'équivalent finalement de la cour de récréation, mais à l'âge adulte. Les gens se permettent de faire des réflexions à des gens qui ne connaissent pas, comme un enfant aurait fait une réflexion dans la cour de récréation. Et ça, c'est destructeur pour des gens qui manquent de confiance, des gens qui ont un petit complexe, et ça peut avoir des impacts énormes. Il faut les aider, il faut les accompagner, il faut leur donner des solutions. Alors, de nombreux patients aimeraient par exemple effectuer un lifting, mais ils ont peur des opérations. Peut-on malgré tout rester jeune sans avoir recours à la chirurgie, docteur Akna ? Ça dépend à quel moment on intervient. Quand il y a vraiment un excès cutané important, on ne peut pas gonfler entre guillemets le visage avec trop d'acide hyaluronique sous peine de perdre complètement la forme et la personnalité du patient. Mais on peut vraiment prévenir ce relâchement de la peau, cet excès cutané, avec des injections ciblées, parcimonieuses, bien étudiées, et étalées tout au long en fait de l'âge, à partir de 40, 45, 50 ans. Et moi, je préconise un contrôle annuel ou biannuel de mes actes pour suivre l'évolution des visages et effectuer des petites retouches parce que fatalement, le visage change, mais ce sont des retouches qui resteront imperceptibles pour leur entourage, mais qui donneront beaucoup de bonheur à la personne qui les a. Voilà. Et quand malheureusement une personne vient avec un visage vraiment trop vidé de graisse, avec un excès cutané, il n'y a pas d'autre solution que la chirurgie, mais le recours à la médecine esthétique a retardé beaucoup l'âge du recours au lifting. La féminisation aujourd'hui est un problème peut-être que vous rencontrez, la féminisation d'un homme, la masculinisation d'un visage. Ce sont des procédures envisageables. Quelles sont les techniques existantes? Comment y répondre, docteur Saloner? Alors effectivement, on a de plus en plus de techniques. Moi, en tant que chirurgien du visage, bien sûr qu'on a des techniques chirurgicales qui nous permettent de féminiser un visage. Mais quand on accompagne la féminisation d'un visage, on peut avoir des touches de médecine esthétique qui vont modifier le rapport du visage, féminiser un visage, triangulariser un visage pour le rendre plus fin, plus féminin. C'est des choses auxquelles la médecine esthétique peut répondre facilement, rapidement et avec un résultat très satisfaisant. Mais il faut comprendre d'abord les motivations peut-être du patient. Alors les motivations dans une génération, encore une fois, où finalement la place de l'humain est centrale. Et oui, il faut comprendre, il faut les accompagner, il faut aussi leur dire que c'est des actes qui vont avoir des conséquences sur le long terme. Mais voilà, encore une fois, on est médecin, notre approche nous permet d'avoir cette analyse-là. Et je pense que sur ce point-là, un médecin est tout à fait habilité à répondre de façon pondérée et adaptée aux patients. Docteur Grandin,
Comment féminiser ou masculiniser un visage et quelles sont les zones du visage les plus concernées? Alors, la féminisation du visage chez l'homme, c'est quelque chose... Vous me demandiez chez l'homme, hein, oui, on la est d'accord. masculinisation chez les femmes. Et voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est confronté à ce qu'on appelle l'individualité diversifiée. Et après avoir eu cette écoute psychologique, effectivement, on peut aborder cette possibilité de féminiser un visage chez un homme. On va donc triangulariser son visage en augmentant les pommettes. Hein. Donc chez l'homme, la pommette est plutôt horizontale, on va plutôt lui apporter un peu plus de lift, un petit peu plus de hauteur. On va allonger un petit peu son menton et affiner le menton pour avoir ce triangle de beauté. Et on va aussi apporter sur le sourcil un sourcil beaucoup plus haut, comme un sourcil féminin. Voilà à peu près les grands critères. Quant à la masculinisation chez la femme, eh bien, on va être dans les codes de beauté de l'homme, c'est-à-dire une pommette horizontalisée, un ovale beaucoup plus marqué, plus saillant, et puis un menton un petit peu plus carré. C'est vrai qu'on a la masculinisation chez la femme est quand même plus rare que la féminisation chez l'homme. Dans cette population maintenant non genrée, on va dire, on a quand même ces demandes sur lesquelles moi je prends beaucoup de temps, de réflexion. Je les laisse aussi réfléchir sur l'idée de ces modifications qui ne sont pas effectivement sans avoir un impact psychologique. Parfois, c'est effectué dans une démarche très personnelle et donc c'est important de les accompagner sur du long terme. Docteur Fayard, est-ce que vous êtes confronté à ce genre de demande, vous aussi? Oui, effectivement, il n'est plus rare alors aujourd'hui d'avoir ce genre de demande, surtout avec la montée en visibilité des transformations du genre et aussi avec l'impact des réseaux sociaux, de certains médias ou même de certaines célébrités qui luttent contre ces transformations du genre. Donc en fait, nous, la première chose à faire, c'est effectuer une analyse avec un premier contact approfondi avec le patient parce qu'il faut savoir si c'est dû à des pression externe ou à des facteurs sociaux, ou c'est une décision qui est purement réfléchie parce qu'en fait on va être face à quelque chose qui est presque irréversible et il faut surtout laisser le patient réfléchir et travailler en collaboration, moi je dirais avec des psychologues ou même des chirurgiens, parce que ce genre d'acte fait partie d'une prise en charge globale du corps et non seulement du visage. Et je pense que l'intervention au niveau du visage doit intervenir presque à la fin, parce que quand on est sur une féminisation, par exemple, il y a un process qui est assez long, avec une prise en charge psychologique, avec analyse du patient, lui faire comprendre que c'est quelque chose qui a des dégâts à long terme, qui est irréversible. Et en fait, l'intervention en médecine esthétique souvent intervient à la fin, une fois que le patient a été pris en charge aussi par des chirurgiens, collègues chirurgiens. Donc moi, je pense que ça fait partie d'une prise en charge holistique et c'est important de travailler avec d'autres personnes et non pas se précipiter sur ce genre de patients. Docteur Corsin, vous êtes aussi confronté à ce type de demande. Comment vous y répondez ? Alors, en règle générale, effectivement, il s'agit de prise en charge pluridisciplinaire. Donc, la porte d'entrée dans le cabinet des patients sont en transition. Effectivement, généralement, sont plus des hommes qui souhaitent se féminiser. Ils ont déjà entamé une démarche, en fait, d'une part par leur médecin traitant, et puis ils sont déjà en relation avec des psychologues, puisque, en règle générale, quand on les voit, ils ont déjà un traitement à visée hormonale. Et la première demande qu'on va observer chez nous, c'est l'épilation du visage. Les premiers signes qu'ils souhaitent effacer, effectivement, c'est la barbe. Et après, vont s'articuler les différentes prises en charge, qu'elles soient chirurgicales, avec les ORL notamment, pour traiter les parties osseuses. Et puis, dans un second temps, effectivement, quand ils seront bien avancés dans leur démarche, on va les prendre en charge pour des injections, notamment pour féminiser le visage. C'est des patients qu'on voit de façon récurrente, puisqu'effectivement, étant donné qu'on est amené à faire cette épilation du visage, on sait bien que c'est l'homme, c'est
des traitements qui sont relativement longs. C'est des patients qu'on voit tous les mois et ça permet de créer une relation vraiment médecin-patient et c'est des patients qui sont vraiment reconnaissants en fait des traitements qu'on va effectuer chez eux. Vous parliez tout à l'heure, je ne sais plus qui d'entre vous, des réseaux sociaux. Est-ce que l'influence des réseaux sociaux est de plus en plus lourde sur l'apparence et crée des demandes en médecine ou chirurgie esthétique? Complètement. Docteur Aknin? Oui, il est évident que la multiplication des informations sur Internet et sur les réseaux sociaux donne une surinformation aux patients et ils sont parfois pas capables de trier les informations qui s'appliquent à eux. Mais je les vois et ils viennent me demander en fait mon avis. C'est-à-dire qu'ils vous apportent par exemple une photo de ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Exactement. Ils aimeraient y ressembler. Ils me disent, je voudrais cette bouche, je voudrais ces pommettes, je voudrais... Oui, c'est très très fréquent, je ne sais pas votre expérience. Voilà. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est surtout de la commercialisation, je dirais, de cette vulgarisation en fait de la médecine esthétique, alors que nous, notre rôle est tout l'inverse, quoi. C'est-à-dire de remettre la réalité en face et d'éviter ces dérives que l'on voit sur les réseaux sociaux, qui sont de vraies dérives. On voit des lèvres qui ne sont plus des lèvres, avec des codes de beauté complètement erronés, une lèvre supérieure plus importante qu'une lèvre inférieure. Enfin, c'est dommage. Je vois en ce moment la couverture du Elle Magazine. C'est une très belle femme qui s'appelle Rosalia. Elle a des lèvres magnifiques, mais elle a une lèvre supérieure bien plus haute que sa lèvre inférieure. C'est dommage, vraiment. Est-ce que vous avez aussi des patients, des patientes qui viennent avec des photos sur des réseaux sociaux et qui vous demandent de copier en quelque sorte? Je pense comment vous répondez? Au moins une fois par jour. C'est quelque chose voilà, dans notre quotidien où elles vont. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles vont nous montrer sur le téléphone, hein, je voudrais ça comme bouche. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, comme disait Nathalie, on a des critères de beauté en fait qui sont standardisés, mais aussi qui sont différents selon les origines ethniques. Et très souvent, elles vont nous montrer une photo d'une dame qui n'a rien à voir avec son origine ethnique, avec des disproportions, parce que là, on parle de disproportions. Plus les filtres qui vont se surajouter. Donc notre rôle en fait est essentiel. On a la connaissance de l'anatomie, on a la connaissance des produits qu'on peut injecter. On fait une analyse spécifique, structurelle en fait des lèvres, en l'occurrence chez ces patientes-là. Et effectivement, on peut proposer des choses, mais on ne peut pas faire un copier-coller de ce qu'on va observer sur Internet. On n'est pas des magiciens. Et puis, il faut aussi rester dans des critères spécifiques. Si on nous montre un élément isolé, à savoir la bouche, parfait, sauf que la bouche va s'intégrer sur une profiloplastie, sur un visage, sur un âge, sur une origine ethnique. Donc, chaque traitement, c'est ce qui fait la force et c'est pour ça que les médecins se battent pour ça, c'est que chaque traitement est individualisé et il est, je pense, de notre devoir de proposer des attentes réalistes qui sont vraiment inter-individuelles. On ne peut pas faire des traitements comme font les fake injecteurs, je suis désolé, mais c'est quand même un fléau et c'est dangereux et c'est surtout très laid. Alors nous allons rester sur ces sages paroles. Nous ne sommes pas des magiciens. Notre table ronde s'achève. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous tous pour ces échanges passionnants. Nous vous invitons à nous adresser vos questions ou vos commentaires par mail à rédaction@aagedition.com, c'est cela. Nous ferons notre maximum pour y répondre rapidement. Merci à toutes les équipes techniques pour la réalisation et en particulier à Anti-Age TV.